Système de vision nocturne par infrarouge ou de détection radar, la haute technologie est au cœur des opérations militaires modernes. Qu'elles opèrent au sol, sur l'eau ou en l'air, nos armées utilisent tous les jours ces moyens pour détecter et tromper l'adversaire. C'est ce camouflage moderne qu'on appelle la furtivité. Ce mois-ci, le Journal de la Défense vous emmène au cœur de ces systèmes innovants, à la rencontre de ces spécialistes de la dissimulation. La furtivité, c'est l'évolution technologique du camouflage classique. Et en matière de haute technologie, le système félin est à la pointe. Grâce à ce système high-tech, les soldats communiquent en toute discrétion, de jour comme de nuit. Ils peuvent observer sans être vus à des distances qui portent bien au-delà de la vision humaine. Ces éléments accroissent la discrétion et la performance des unités. Ils sont présents à tous les niveaux de l'armée de terre, notamment dans les matériels plus lourds comme l'hélicoptère Tigre. Grâce à sa silhouette travaillée et ses surfaces vitrées planes, le Tigre réduit les risques d'être détecté par l'œil ou par les radars de l'ennemi et d'être la cible de tirs légers ou de missiles. Certaines unités ont fait de la discrétion leur spécialité. C'est le cas du 2e régiment de hussards. Dans le noir total, ils progressent sans bruit pour prendre position au cœur des lignes ennemies. La nuit a été courte pour le capitaine Michel. On a terminé la phase d'infiltration à 5h30 ce matin. Le but était de trouver une position qui nous permettait de nous camoufler pour ne pas être décelés ni par l'ennemi ni par la population. Moi je creuse tout en surveillant l'axe et mes 2 équipiers font du bois qui nous permettra de faire l'armature de la cache. Une fois terminés, ils pourront observer les allées et venues en totale discrétion. Après quelques heures de travail, impossible d'imaginer que 3 personnes sont postées ici. Là, la grosse partie du travail est faite. Maintenant, la mission commence. La mission de renseigner commence. Mais elle commence dans de bonnes conditions puisque les personnels sont dans la cache et donc difficilement décelables pour des promeneurs, pour l'ennemi. Donc ici, vous avez la fenêtre d'observation. Et donc dans tout ce compartiment sous terre, vous avez 3 équipiers qui logent et qui remplissent leur mission durant 7 à 10 jours. Oui, la cache est faite pour que l'ennemi puisse marcher dessus sans s'en rendre compte. En termes de bruit, de forme, puisse continuer sa progression. Notamment parce que quand on est dans la cache, on ne voit pas forcément l'environnement extérieur, à part notre axe. Et une personne peut marcher sur la cache, nous ne nous en rendrons compte qu'au dernier moment. Dans leur équipement, les hussards ont une tenue spéciale, la guilise. Elle va permettre, donc déjà par sa couleur, de se fondre dans le décor. Et dans un deuxième temps, elle va permettre également de casser les formes, pour éviter qu'un corps ou des pieds ou une tête ressemble à une tête et attire l'œil. Pour les hussards, le camouflage est primordial. C'est une arme supplémentaire pour tromper l'ennemi. Si aujourd'hui ils en ont fait leur spécialité, ça n'a pas toujours été le cas. Créé il y a plus de 250 ans, voici à quoi il ressemblait sous l'Empire en 1804. Des couleurs chatoyantes, des uniformes visibles à des kilomètres, bien loin de la discrétion actuelle. Mais pourquoi un tel changement stratégique ? Tout simplement parce que les besoins tactiques à l'époque n'étaient absolument pas les mêmes. Vous aviez front contre front 2 armées qui étaient clairement identifiées, qui se voyaient puisqu'elles étaient à distance de vision et qui donc n'avaient pas besoin de se cacher l'une de l'autre. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans la furie de la bataille et dans le halo de la guerre, eh bien, vous aviez avec la poudre, avec la poussière, des charges de cavalerie, une vraie difficulté à reconnaître les siens et donc à donner les ordres et donc à manœuvrer. Donc il fallait des uniformes aussi chamarrés que celui-ci pour pouvoir tout simplement identifier ses propres troupes et les différencier par rapport à celles de l'ennemi. À l'époque, il faut être visible sur le champ de bataille et personne n'envisage de se cacher. La faible portée des fusils obligeait les soldats à tirer de très près. Quelques dizaines de mètres tout au plus. On tirait quand on voyait le blanc de l'œil de l'adversaire. Mais à l'époque, vous savez, on tirait à 50 mètres et ensuite on chargeait à la baïonnette. Pour les marins de l'époque, c'est la même problématique. La portée et la précision des canons sont tellement limitées que les engagements se font à très courte distance. Voici la réplique exacte de la frégate du marquis de Lafayette, l'Hermione. Les bateaux étant à moins de 50 mètres,
souvent à 20-30 mètres. Évidemment, on voit l'ennemi. Dans certains témoignages, on note même, on peut reconnaître un visage, une personne en face. C'est-à-dire, vous voyez qu'on n'est pas très loin. En 1780, c'est le navire le plus moderne de la flotte royale. Le bleu qu'on a ici sur la coque, c'est les couleurs du roi. Le jaune, tout ça c'était fait justement pour montrer la puissance royale sur les mers et au contraire, il fallait se faire voir. C'est l'évolution technologique des armes qui a poussé les militaires à se camoufler. Plus les armes se sont mises à tirer loin et précisément, plus il a fallu se cacher pour éviter d'être détruits. Aujourd'hui, les frégates de la Marine nationale ont gardé par tradition les noms de leurs illustres marins, Courbet, Guépratte, Lafayette ou encore Forbin. Si leur rôle de chasseur est toujours le même, leurs formes, elles, ont bien changé. Chacun aurait pu constater que les bâtiments de combat modernes ont des formes qui sont très anguleuses, pas de plan vertical, pas d'arrondi, donc que des plans inclinés. Alors c'est pas une question d'esthétique, c'est pas non plus pour être indétectable, ce qui est souvent répandu dans l'imaginaire collectif, mais c'est bien pour rajouter une capacité d'autodéfense au bâtiment, améliorer son autodéfense vis-à-vis notamment de la menace missile. Le principal danger, c'est le missile tiré à des dizaines de kilomètres. Il finit sa course en cherchant le bateau, guidé par son radar embarqué. Le radar émet un signal d'onde électromagnétique. Si un objet flotte à la surface, les ondes rebondissent et sont renvoyées vers ce radar. Le missile détecte alors sa cible et se dirige dessus. Pour éviter d'être repéré, le bateau doit tenter de réduire au maximum les ondes qu'il reflète, soit en les absorbant, soit en les renvoyant vers d'autres directions que celles du radar ennemi, vers le ciel ou la mer. Alors ici, c'est un des endroits du bâtiment où on voit vraiment bien l'impact de la furtivité sur les formes du bateau. On voit par exemple que la cheminée avant, qui est ici, a une forme déjà un peu particulière et on constate tout de suite qu'elle est biseautée pour réfléchir les ondes électromagnétiques d'une certaine façon. Il y a aussi à l'intérieur de la cheminée des systèmes qui vont atténuer la chaleur pour, vis-à-vis d'une menace infrarouge, réduire aussi la signature du bâtiment. Et sur toutes les parties exposées du bateau, rien n'a été oublié jusqu'au moindre détail. Alors l'un des exemples les plus flagrants de cette recherche de furtivité, ça va être de masquer vraiment toutes les aspérités. En l'occurrence ici, une simple lampe de pont, ça va être masquée par cette forme trapézoïdale pour réduire la signature électromagnétique. Grâce à son architecture étudiée, le Forbin apparaît au radar de la taille d'un petit chalutier de 15 mètres, alors qu'il en mesure 153. Pour compléter sa furtivité, le bateau dispose d'autres moyens qui vont lui permettre de perturber ses assaillants potentiels. Donc nous sommes ici sur la plateforme hélicoptère du Forbin et la furtivité du bâtiment va reposer à la fois sur des systèmes actifs et passifs. Et on a ici un des exemples principaux d'un système actif, en l'occurrence un brouilleur électromagnétique qui, face à une menace, va brouiller, produire des flux d'ondes électromagnétiques qui vont pouvoir désorienter par exemple un missile, voire essayer de le faire changer d'avis. Ça va être un de ses rôles et ça va donc contribuer à la furtivité du bâtiment. Là, j'ai l'impression qu'il y a 2 pistes. Lors d'une attaque par un avion ou un missile, c'est celui qui trompe les armes de l'autre qui obtient la supériorité et remporte le combat. Aujourd'hui, ce n'est plus l'œil humain qui détecte les menaces, mais le système d'armes. Donc nous sommes ici au centre d'opération du Forbin, c'est vraiment le centre névralgique du bâtiment. Et c'est ici qu'on va vraiment avoir toute la situation autour du bâtiment. Ça va être les yeux du bateau, autrefois on voyait avec du longue vue. Là maintenant aujourd'hui on voit à travers tous les senseurs, les radars, les sonars qui sont rassemblés ici. Et donc c'est ici qu'on va vraiment tirer le bénéfice de toutes les mesures de furtivité. Des dangers aériens jaunes, tir sur ordre. Jaune, tir sur ordre. 2 contacts d'intérêt 1154, bâbord 352 en rapprochement. Piste 1140, bâbord 271 en orbite autour de nous. Pas de mesure cible. Donc actuellement on vient de subir une attaque de 2 Mirage 2000 sur le Forbin. Et donc l'emploi du brouilleur a permis de perturber la vision qu'avaient les avions du Forbin sur leur radar. Dans un cas réel, l'avion aurait eu du mal à repérer le navire qu'il aurait déjà abattu à des dizaines de kilomètres. Comportement, réaction, warning. Dans cette guerre moderne où la technologie vient en support de l'œil humain, les actions de combat sont brèves et les décisions doivent se prendre rapidement. C'est le cas dans l'armée de l'air, où les pilotes sont aux commandes d'un système d'armes complexe, le Rafale. Chez les aviateurs aussi, on cherche à se faire discret.
Quelles que soient les missions qui sont données à cet avion, qui est réellement polyvalent, qui a un spectre de missions très large, l'idée tactique principale est bien d'être détecté le plus tard possible. Pour diminuer les risques d'être vu au radar, 30% de la surface de l'avion est recouverte de matériaux composites. Ces matières vont absorber les ondes électromagnétiques qu'elles reçoivent. Et les formes de l'avion, elles non plus, n'ont pas été dessinées au hasard. Par exemple, les entrées d'air, qui ont été spécialement étudiées pour réduire la signature du moteur. Ces entrées d'air, donc de chaque côté de l'avion, sont décalées par rapport à l'axe des moteurs. On peut voir également un dessin particulier sur les formes dites en dents de requin qui sont étudiées pour diminuer la réflexion des ondes radar. Malgré ces éléments, si l'avion était détecté, le pilote peut compter sur un atout de taille, un système de guerre électronique unique. Nous avons tout autour de l'appareil différents capteurs infrarouges et électromagnétiques qui constituent le système Spectra, qui est le système d'autoprotection de l'appareil. Ces différents calculateurs se combinent et sont liés à un calculateur principal qui a 3 fonctions. La première, détecter la menace. La deuxième, l'identifier et alerter l'équipage. Et enfin, brouiller cette menace. Le Rafale dispose d'un autre atout majeur, son radar à antenne active. Ce radar nous permet de travailler sur tout type de missions, RR et air-sol. Nous travaillons au-delà de l'horizon visuel, c'est-à-dire que sa portée permet au Rafale de rester hors de domaine des détections ennemies. Au cours d'un combat, il offre donc la possibilité au pilote d'attaquer ses cibles sans même que celle-ci ait pu le détecter. La discrétion du Rafale, c'est indéniablement un atout. Ce n'est pas sa seule force. Le Rafale, c'est un système d'armes qui est extrêmement performant et l'ensemble de ses capacités intrinsèques, des procédures tactiques qui sont mises en œuvre et de l'entraînement des équipages concourent à en faire un avion extrêmement redoutable. Sans chercher à être complètement invisible pour l'ennemi, le Rafale dispose d'une multitude d'atouts qui lui permettent de garder la supériorité aérienne dans tous les cas. Dans cette guerre où les systèmes d'armes occupent une place centrale, il est devenu vital pour tout combattant de se soustraire aux yeux de l'ennemi. Pour y parvenir, il faut souvent combiner plusieurs technologies avec des savoir-faire opérationnels complexes. Mais loin de l'idée répandue qui verrait disparaître les ennemis des écrans radars, la furtivité permet toutefois de prendre l'avantage en se rendant insaisissable. Devenue incontournable, elle est présente dans toutes les opérations actuelles. Et les programmes d'armement en cours laissent supposer qu'elle continuera à être au centre de toutes les attentions.